Bonjour à toutes et tous. Merci d'être aussi nombreux aujourd'hui pour découvrir le travail mené par la cellule des vérificateurs de TF1 et de LCI. Je suis désolée, je vais vous faire un tout petit topo sur la Fondation TF1 avant de commencer, juste pour vous dire que la Fondation TF1 mène des actions sur 2 piliers forts, l'insertion professionnelle, qui doit être pour beaucoup d'entre vous un enjeu dans les prochains mois ou prochaines années, et sur l'éducation aux médias. Et c'est sur ce pilier fort de l'éducation aux médias que nous sommes là aujourd'hui. Et cette conférence a aussi pour vocation de prendre vos questions et d'essayer d'y répondre. Donc il y aura 2 temps de questions-réponses, et donc on vous invite vraiment à participer, parce que ça permettra aussi, je pense, de répondre à vos questions, mais aussi peut-être de répondre aux questions d'autres élèves. Voilà. Et Alexandre, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Anne. Franchement, ça fait plaisir de voir autant de monde, vraiment des profils. Bon, il y a beaucoup d'étudiants, mais pas que. Ça prouve, si vous êtes là aujourd'hui, ça prouve que vous avez envie de discuter de ces questions-là, la lutte contre la désinformation, surtout déguiser votre esprit critique. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. On en a déjà parlé un petit peu dans les discours de présentation. Moi, ce que je vais essayer de faire surtout, c'est vous expliquer comment on travaille dans une rédaction comme à TF1, dans la rédaction des vérificateurs, qui est donc le service de fact-checking du groupe, et aussi essayer de vous donner quelques clés, quelques astuces sur comment on fait pour vérifier des informations avec des cas pratiques, parce que c'est ça vraiment, je pense, qui vous intéresse aujourd'hui. Je vais essayer de vous présenter des enquêtes que j'ai pu mener dans le cadre des différentes activités de notre service, et de vous montrer en fait avec comment on peut procéder pour vérifier l'information quand on est au quotidien, on travaille dans un média. Je ne me suis pas présenté, mais ce n'est pas forcément hyper intéressant, mais si jamais il y a des questions sur le parcours, pardon. Voilà. Je suis journaliste depuis maintenant 13 ans. Je suis un diplômé de l'IEP d'Aix-en-Provence et du CFJ Paris. Donc j'ai vraiment fait les 2 formations, d'abord à l'IEP en 5 ans dans un master de journalisme. C'était un super master, mais pour avoir un bagage plus télévision, parce que je sais qu'il y aura peut-être des questions de ce côté-là, j'ai dû me former à travers une école de journalisme, ce qu'on appelle le CFJ à Paris, dont je suis diplômé en 2014. J'ai été pendant 12 ans journaliste à France 24, qui est un média international français. Je ne sais pas si certains le regardent ici, mais un super média dans lequel j'ai travaillé surtout dans la rubrique des observateurs, spécialisé sur la vérification des images et les enquêtes vidéo. Donc j'ai vraiment tout ce bagage vraiment sur l'image, et c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de choses visuelles dans les présentations. Et donc depuis juin 2024, je travaille pour les vérificateurs de TF1, où je suis journaliste spécialisé sur les vérifications visuelles et les enquêtes numériques, et pas mal sur l'OSINT, dont on a déjà un petit peu parlé, donc tout ce qui est le travail en open source. On ne va pas parler que d'OSINT aujourd'hui, voire même relativement peu. Cependant, les outils que je vais vous montrer, ça rentre dans toutes ces catégories de travail en open source qu'on utilise clairement au quotidien dans la rédaction des vérificateurs. Très brièvement, pour qu'on rentre assez vite dans le vif du sujet, sur la rédaction des vérificateurs, elle a été créée en 2019. Alors au départ, c'est vraiment une rédaction qui se crée pour essayer de répondre sur des thématiques politiques. Il y a des élections qui arrivent dans 3 ans après, et on est vraiment dans une logique d'essayer de déguiser l'esprit critique du public à travers différentes antennes, donc celle de LCI, bien sûr, au quotidien, mais aussi à travers celle de TF1, et vous allez voir donc ce que ça donne. C'est un petit service. On est juste 5 journalistes dans le service au quotidien. Donc vous imaginez que 5 journalistes pour traiter l'ensemble de la désinformation qui circule en ligne, qu'elle soit visuelle, politique, économique, culturelle, c'est pas beaucoup. Donc au quotidien, on doit faire des choix, évidemment, et ces choix vont se baser sur différents critères, je dirais. Il y a évidemment un critère évident, c'est le critère de viralité d'une fausse information. Plus une fausse information va être virale, plus elle va avoir intérêt à être rapidement débunkée. Mais pas que.
c'est-à-dire qu'on va avoir des informations qui est peut-être un peu moins virale, mais qui va être très intéressante à expliciter d'un point de vue pédagogique, pour donner des clés de compréhension de comment fonctionne la désinformation. Et évidemment, on va aussi choisir les sujets qui, pour le public de TF1, public plutôt français évidemment, va être concernant, c'est-à-dire va vraiment parler aux gens, des choses qu'ils auront pu voir, qu'on imagine qu'ils auront pu voir, et essayer de leur apprendre des choses au quotidien. Évidemment, le dernier critère qui est très important, c'est le potentiel néfaste d'une fausse information. Plus ça va viser par exemple une communauté, ou par exemple sur des thématiques de santé, plus on va avoir intérêt à débunker tout ça. Je vous parle des thématiques de santé, pourquoi ? Parce que la rubrique est créée en 2019. En 2020, qu'est-ce qui se passe ? Le Covid, évidemment. Et donc voilà, ça a été vraiment le premier crash test de la rubrique des vérificateurs, avec énormément de désinformation complotiste, notamment, autour des vaccins. Et ça a été vraiment, je dirais, l'acte fondateur de cette rubrique qui, au fur et à mesure que ça avançait, a eu plusieurs échéances, les élections américaines, élections françaises, et jusqu'à aujourd'hui, avec notamment l'émergence de l'intelligence artificielle, dont on parlera un petit peu ici. Et au sein de TF1, juste pour vous dire, il y a effectivement une charte déontologique qui est propre à tout le groupe, mais à laquelle adhère spécifiquement l'équipe des vérificateurs, tout simplement parce que nous avons été membres pendant longtemps, et nous le sommes encore, de l'IFCN, donc l'International Fact Checking Network, qui requiert en fait de répondre à une charte déontologique bien précise, notamment par exemple qui oblige à la transparence totale sur n'importe quelle modification dans un article. Bon, ça, c'est quelque chose que vous ne voyez pas forcément tout le temps dans les médias classiques. Des journalistes fact-checkers doivent remplir une grille de déontologie bien précise, et c'est ce à quoi nous souscrivons aux vérificateurs. Une journée type au vérificateur, ça commence par une veille. Alors je vous ai mis 8h30, mais en vérité, la veille, quand on est journaliste, je crois qu'il y a des étudiants en journalisme dans la salle. Bon voilà, c'est pas pour vous faire peur ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que la veille, elle est permanente en fait. C'est-à-dire que quand on travaille sur des sujets, on est tout le temps à scroller les réseaux, quels qu'ils soient. Je suis beaucoup sur X, ex-Twitter, également pas mal sur TikTok et Instagram, pour essayer de prendre le pouls en fait de ce qui circule. Et c'est pas forcément toujours évident de couper, parce qu'on a envie de rapidement repérer la désinformation pour essayer de gagner du temps sur celle-ci afin qu'elle ne se propage pas trop vite. Donc la veille, elle est permanente, mais en tout cas, elle commence en général le matin avec un échange entre les 5 journalistes de la rédaction en disant voilà, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui ? Voilà, moi j'ai vu ça, il y a cette publication, elle est virale de cette façon. Et on partage entre nous d'abord, dans l'équipe des vérificateurs, toutes nos observations, tout ce qu'on a pu voir. À 9h30, il y a une conférence de rédaction web au sein de TF1 Info, donc le site web de TF1, qui va permettre de choisir avec les rédacteurs en chef quels sont les sujets à prioriser. Toujours par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, le public de TF1, qu'est-ce qui va parler, qu'est-ce qui va intéresser le plus. Il y a parfois des sujets, nous on les trouve géniaux, mais le rédacteur en chef va nous dire peut-être que notre lectorat il va plutôt préférer ton deuxième sujet. Donc voilà, une fois que c'est validé, eh bien, on part dans une journée de travail, de rédaction, d'articles ou de confection de vidéos web, on le verra un petit peu plus tard. Pour à la fin de la journée, en général aux alentours de 18h, peut-être un peu après lorsqu'on a dû travailler un petit peu plus pour enquêter, à la restitution des contenus écrits, vidéos ou pour les contenus télé, ça on verra ça un petit peu après. Voilà, j'essaie d'avancer. Donc nous avons un site internet, si vous ne le connaissez pas, donc c'est TF1 Info, dans lequel vous avez la rubrique des vérificateurs. Pour ceux qui n'ont pas forcément encore vu, si vous voulez, vous pouvez flasher le QR code ici pour aller voir un petit peu. Donc quand j'ai fait la capture d'écran, vous voyez, il y a quand même des sujets assez variés. On est sur, par exemple, une vérification avec une enquête sur des faux moines. Je ne sais pas si vous les avez déjà croisés sur Instagram ou TikTok. Ils sont partout en ce moment. Mais on va avoir également des vérifications sur un sujet autour de l'OTAN, sur une vidéo peut-être un petit peu plus insolite, mais sur des pêcheurs qui grimpaient sur une carcasse de baleine. Est-ce que cette vidéo est fausse ou vraie ? C'est vrai qu'on ne sait plus qui croire aujourd'hui, ce qui, même le vraisemblable peut paraître faux. Une dernière vérification sur des images de Victoria Beckham qui circulaient, oui, parce qu'on fait aussi un petit peu du people. Il y a de la vérification même dans les sujets people. Donc ça, c'est notre site internet, c'est vraiment la base de notre travail. Tout ce qui est fait sur le site internet va ensuite donner lieu à des déclinaisons. Et donc c'est pour ça que nous publions aussi des vidéos sur les réseaux sociaux où en général c'est à partir du travail qui est fait sur le site web. On va l'adapter avec un ton un petit peu différent évidemment
pour parler à un autre public, relativement un peu peut-être plus jeune aussi, mais toujours en essayant de raconter comment on a fait pour vérifier un contenu. On tient vraiment au côté pédagogique des vérifications, c'est-à-dire de vraiment pouvoir, par exemple cette photo du président du Venezuela, Nicolás Maduro, vous l'avez peut-être vu, en fait c'est une photo qui a énormément circulé. Comment on fait pour savoir si cette photo est vraie ou fausse? Parce qu'il s'avère que cette photo, que vous voyez là au-dessus, elle a été générée par intelligence artificielle. C'est la première photo qui a circulé après l'arrestation du président du Venezuela par les États-Unis, bien avant celle qui a été partagée par Donald Trump. Et ce qui est super intéressant, c'est que cette photo, rapidement les gens ont pensé que c'était possible, que c'était vraisemblable, mais il y avait des moyens techniques de prouver qu'elle était fausse. Bon, si ce sujet vous intéresse, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai d'autres choses à vous montrer, mais vous pouvez retrouver ces vidéos sur les comptes Instagram et TikTok de TF1. Il y a toujours le petit logo vérificateur, assez reconnaissable, le petit V bleu, qui vous permet de les repérer assez facilement sur les réseaux. Et donc notre produit phare, un site internet, des vidéos sur les réseaux sociaux et une chronique dans le 20h de TF1, le 20h week-end, le samedi aux alentours de 20h20, 20h25, ça dépend du sujet, qui, dans le journal d'Anne-Claire Coudray, qui est une chronique d'à peu près 2 minutes qui va revenir sur la désinformation de la semaine. Voilà, sur quoi on s'est focalisé. Et donc c'est une construction aussi différente parce qu'évidemment le public est différent. On est sur un journal de TF1, je vais dire gentiment, mais on est peut-être sur un public un peu moins jeune que sur les réseaux sociaux, que sur TikTok ou Instagram. Et donc, en fait, on essaie vraiment d'expliquer le public au public de façon simple comment on fait pour vérifier l'information et comment on a procédé. Toujours à partir de sujets qui ont été d'abord écrits sur le web. Et donc, je vais vous montrer la dernière chronique que j'ai pu animer dans ce 20h. Là, on était revenu sur les manifestations en Iran et tout ce qui s'était passé. Vous avez suivi donc les violences, la répression vraiment très très violente. Il y avait pas mal de désinformations qui circulaient de fait de la coupure d'Internet qui avait eu lieu. Et donc ce travail que vous allez voir, ça m'a pris du mercredi au vendredi. Donc c'est à peu près 72 heures de travail à peu près. Et 48 heures plus au total 72 heures pour la confection infographie. Et donc ça donne la chronique que vous allez voir. Et l'une des armes du pouvoir iranien a aussi été de couper tous les moyens de communication. Internet a été neutralisé pendant plus de 200 heures. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Anne-Claire. Le problème de cette situation, c'est que les images de manifestations ont été très rares et ça, c'est évidemment la porte ouverte à toutes les manipulations. Oui, des contenus trompeurs relayés par des comptes pro-iraniens. Regardez, une marée humaine interminable sur des kilomètres en soutien au régime des mollahs. Des images diffusées cette semaine et pourtant, elles datent d'il y a 6 ans, c'était à l'occasion des funérailles d'un général qui s'appelle Soleimani, un héros national en Iran. Quand il y a peu d'images, certains les inventent. Exemple, avec ces foules gigantesques, toujours en soutien au régime, elles sont fausses. Quelques indices, ici, cet homme passe carrément au travers du drapeau, une nouvelle performance de l'IA. Mais attention, des images de manifestations pro-pouvoir, il y en a bien eu. En voici, confirmées par l'agence Reuters. Elles auraient réuni 3 millions de personnes selon le gouvernement iranien. Alors nous avons vérifié. Avec cet outil, nous avons calculé la superficie de la place et des rues adjacentes, environ 200 000 mètres carrés. Le ratio d'une manifestation compacte, c'est 2 personnes par mètre carré. On arrive donc plutôt à 400 000 manifestants. C'est beaucoup, mais loin des chiffres officiels. Alexandre, est-ce que de fausses images ont aussi été relayées par les soutiens de l'opposition iranienne? Oui, en voulant attirer l'attention sur cette révolte, certains désinforment. Ici, des manifestants anti-gouvernement auraient pris le contrôle de plusieurs villes. Mais regardez bien, là, une énorme caméra. Il s'agit en fait du tournage d'une série télé à Damas en Syrie, rien à voir avec les événements en Iran. Les fausses images viennent parfois des gouvernements eux-mêmes. Le ministère des Affaires étrangères d'Israël partage cette photo. Le gouvernement iranien tremble devant la puissance du peuple, nous dit-il. Eh bien, ce contenu est trafiqué. Voici la vraie séquence. Le policier ne tient pas une lance à eau, mais un mégaphone. Des images qui sèment le doute sur des manifestations pourtant bien réelles et sans précédent. Donc vous voyez la variété de la désinformation sur un seul sujet, donc les manifestations en Iran, la répression en Iran. Et en fait, ça vient de tous les camps. Et nous, c'est notre travail, c'est de regarder, bien sûr, la désinformation dans le camp pro-régime, c'était ce qu'on voyait le plus.
mais il y avait également toutes ces fausses vidéos du fait de la coupure d'Internet qui essayaient de montrer ce qui se passait du côté des manifestants. Et donc, en fait, voilà, c'est ça, cet agrégat de fausses informations qu'on essaie de présenter dans la chronique du 20h de TF1 tous les samedis aux alentours de 20h20, 20h25. Alors, comment on s'en prémunit ? Ce qu'on dit tout le temps, je pense que c'est peut-être un mot que vous avez déjà entendu, notamment les étudiants en journalisme, c'est sûr, mais les autres aussi, c'est le rapport à la source. On dit tout le temps aux gens d'où vient l'information. En fait, c'est ça aujourd'hui, le rapport à la source. Quand vous voyez quelque chose circuler sur les réseaux sociaux particulièrement, d'où ça vient, qui l'a posté, ça c'est vraiment le premier réflexe à avoir. Ça a l'air bête dit comme ça, mais c'est vraiment le rapport à la source, c'est vraiment le plus important. On explique souvent aussi que bien observer les détails, donc vous l'avez vu dans la vidéo sur cette fausse vidéo de révolte en Iran, où on voyait la caméra, souvent en fait, prenant 2 secondes pour regarder, on peut comprendre d'où vient une vidéo, ou en tout cas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, voilà, on est sur une photo iconique au début des informations, des intelligences artificielles génératives, avec cette photo du pape en doudoune. Bon, on capte assez vite qu'il ne s'agit pas d'une vraie photo. Cependant, il y avait pas mal de détails, en tout cas à l'époque. Bon, ici, c'était les doigts. En bas à gauche, on voit qu'il y a un petit souci, quoi. Malheureusement, ça évolue tellement vite aujourd'hui. Je dis souvent, compter les doigts aujourd'hui, ça ne sert plus à rien, quasiment plus à rien. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, les intelligences artificielles génératives, que ce soit pour la photo ou pour la vidéo, sont en train de régler ces problèmes et ça ne va pas s'arranger. Donc, mais observer les détails, c'est toujours un premier réflexe à avoir. Et enfin, c'est un peu lié à la source, c'est le contexte. Mais en fait, c'est quoi le contexte de cette vidéo ou de cette photo ? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on me dit ? Est-ce que c'est pas dans une autre situation ? En fait, c'est ça qu'on fait tous les jours, c'est d'essayer de vérifier la source, de regarder les détails d'un contenu et de retrouver le contexte. Et c'est ce qu'on verra dans les exemples que je vais vous montrer. Voilà, j'en parlais très brièvement, je vais aller assez vite sur ça, mais bon, vous savez que la présence on est vraiment dans une situation où l'intelligence artificielle est partout. Je ne sais pas si dans vos feeds, vous le voyez, sur TikTok, Instagram ou autre. On est vraiment en plein dedans. Cette vidéo particulièrement, qui est l'une des premières assez, je dirais, entre guillemets, convaincantes qu'on avait vues. Je ne sais pas si on peut Certains l'avaient vu, cette vidéo ? Ça dit... C'est juste lever la main. Regarde ça, vidéo. Frère. On dirait c'est chez nous, hein. Le fauteuil, c'est confortable de fou. Vas-y, je reste ici, moi, je chine les lois, tranquille. Toi, tu vas tout casser en 2 minutes. Monsieur le Président, on vote quoi aujourd'hui ? Le menu. Regarde ça, frérot, on est là. C'est à nous ici maintenant, ouais. T'as capté ? Dans l'Assemblée nationale. Ouais, c'est nous les députés maintenant. Comme ça, toi, fais voter direct. Les gars, on se calme pas, c'est notre maison. T'as vu la vue d'ici ? Incroyable. Wesh, regarde-moi ça. On est posé à l'Assemblée comme chez nous. Je te jure, c'est notre salon, frère. Regarde les sièges en velours rouge comme dans les clips. Assieds-toi bien. Ceux qui sont un petit peu déjà au courant sur ces situations auront vite vu qu'il y a un petit logo qui se balade, le logo de Sora. Sora, c'est l'outil d'intelligence artificielle de l'entreprise OpenAI qui permet de créer ce genre de vidéos. Mais on essaie vraiment dans tout ce qu'on fait, dans les vidéos qu'on peut faire, dans les sujets sur les réseaux sociaux ou sur le site internet, de sensibiliser aux erreurs de l'IA. Bon, je ne sais pas si vous avez vu, mais notamment, il y a une personne qui se balade sur vraiment le balcon, qui est en train de marcher sur le bord du balcon en haut. Bon, ça c'est quand même quelque chose qui doit déjà à donner la puce à l'oreille. Le logo, comme j'en ai parlé, ça c'est quelque chose, dès que vous voyez ce logo, vous pouvez savoir qu'on est sur de l'intelligence artificielle. Et il y a des outils qui permettent aujourd'hui de détecter les contenus générés par intelligence artificielle. Je vous dirais, aujourd'hui je ne vais pas parler des outils pour la simple et bonne raison que ces outils ne sont pas spécialement fiables pour le grand public. Le conseil qu'on donne, c'est vous pouvez utiliser des outils. Par exemple, je pourrais citer un outil qui permet de détecter les photos ou les vidéos générées par intelligence artificielle qui s'appelle Hive Moderation. C'est un très bon outil, mais il peut se tromper. Donc en réalité, utiliser les outils pour détecter les intelligences artificielles au moment où on se parle, ça ne sert pas à grand-chose. En revanche, si vous en utilisez plusieurs et que vous avez plusieurs outils qui vont vous dire la même chose, c'est-à-dire un degré de certitude assez important qu'il s'agit d'intelligence artificielle, vous pouvez être un petit peu plus rassuré. Mais ça ne veut pas dire avec certitude que c'est le cas. Donc c'est pour ça que nous, on explique ça de façon assez
assez prudente. On ne dit pas au public d'utiliser les outils pour détecter l'intelligence artificielle parce que malheureusement, ces outils sont encore en train de se tromper actuellement. Et donc, on a souvent 3 supports et 3 versions à des sujets. Le site internet, donc bien sûr, comme j'ai déjà évoqué, l'Infox, donc la chronique de TF1, et également une émission sur LCI. Donc si vous n'avez pas envie de regarder le JT, mais vous êtes plutôt chaîne d'info, sachez que tous les dimanches à 11h, il y a une émission spéciale des vérificateurs, une émission d'1 heure, dans laquelle on revient sur tous les exemples de désinformation de la semaine. On la fabrique en collaboration avec nos collègues de LCI. Et voilà, c'est une émission qui prend le temps de revenir sur la désinformation, qui donne des petites astuces également pour la débusquer. Et voilà, et de prendre un petit peu plus le temps aussi de développer. Donc voilà, 3 versions, 3 formats, un même sujet, mais qu'on va décliner sur un article web un petit peu plus long. Une version chronique de 2 minutes assez courte qui va vraiment aller droit au but. Et sur LCI, on va prendre le temps pendant 1 heure, pas sur un seul sujet évidemment, il y a plusieurs sujets, mais de prendre un peu de recul et d'analyser un petit peu plus ce type de contenu. Je pense qu'on peut passer directement aux méthodos. On va parler des enquêtes directement, parce que je pense que c'est peut-être pour ça que vous êtes là. Le premier cas dont je voudrais vous parler, je vais vous raconter une petite histoire pour commencer. On est un jeudi, vers 16h à peu près, et je reçois un SMS du rédacteur en chef du 20h de TF1, qui me dit « Alexandre, là on a une vidéo, il y a un truc qui ne va pas, il faudrait que tu regardes. » Et il m'envoie, en gros, ce que vous allez voir. On est sur un parapentiste chinois. Ce sont des images qui viennent de l'agence Reuters. L'agence Reuters, donc, c'est une agence internationale dont le travail, c'est de filmer des images et de les transmettre à ses clients à travers le monde, des clients qui sont souvent des médias principalement, et qui permettent aux médias de travailler à partir donc, des images qu'ils ont envoyées. Donc l'agence Reuters a envoyé ces images à tous les médias clients de ce parapentiste chinois qui aurait, tenez-vous bien, battu le record du monde en parapente en volant à plus de 8800 mètres d'altitude. Et ces images que vous voyez, donc, dont certaines sont floutées, en fait, elles sont reprises par énormément de médias qui titrent bien souvent, en gros, un parapentiste chinois bat le record du monde de vol en parapente. Il lui est arrivé une mésaventure incroyable, il s'est retrouvé aspiré par un cumulonimbus. Et donc grâce à ça, il a battu le record du monde. Bon. Et donc, Alexandre, vas-y, tu as moins de 48 heures pour vérifier cette histoire. Parce qu'il y a un truc qui ne va pas, et ça, c'est vraiment le rédacteur en chef qui se dit « Je sens que ça ne va pas ». Alors comment, quand on a ça, donc déjà le temps imparti, il est très court, honnêtement, pour rien vous cacher. Donc quand on a ça, en fait, il faut avoir une méthode, une rigueur. On applique quelque chose qu'on apprend en école de journalisme, assez basique. On va se poser la question de la règle des 5 W. Où, quoi, qui, pourquoi et quand. Dit comme ça a l'air super simple, mais en fait, en appliquant cette grille méthodologique, on peut arriver à définir, ok, est-ce que, dans le cadre de mon enquête, j'ai assez d'éléments pour dire à mon rédacteur en chef, voilà quelle est l'histoire, voilà quels sont les éléments qu'on n'a pas pu vérifier, et c'est ça qui va me permettre d'avancer pas à pas. D'abord le quoi. La vidéo d'origine que vous avez vue, elle vient de Reuters, ça je vous l'ai dit. C'est authentique, c'était dans les agences, c'est quelque chose qu'avait reçu TF1 au niveau du service de la documentation, qui est un service qui reçoit toutes les images d'agence. Donc ça, il n'y a pas de problème. Vous avez vu, c'est un montage de plusieurs séquences différentes. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait?
j'ai appliqué un filtre de recherche sur chaque séquence pour regarder est-ce qu'on peut trouver des occurrences, donc c'est-à-dire des endroits où cette vidéo a été publiée auparavant sur le web. C'est ce qu'on fait tout le temps, une analyse technique, et je vous montrerai après comment on procède sur un autre cas. On fait une analyse technique de la vidéo. Je l'ai fait sur chaque séquence. Et je me suis rendu compte que sur la séquence que vous venez de voir, je ne sais pas si on peut la repasser, Anne, si on... Donc ça, c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la vidéo qu'on a vue au début, c'était la première vidéo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit quelque chose qui interpelle? Quelqu'un veut lever la main? Oui. Alors oui, ça c'est un très bon argument et on pourra en parler après, mais autre chose. Ouais. Merci. Exactement. Vous voyez en bas, à droite. En fait, cette vidéo qui s'était retrouvée dans un ensemble d'images de Reuters, c'était une image générée par intelligence artificielle. Comment ils en sont arrivés là? On ne sait pas. Figurez-vous qu'on leur a signalé. On n'a peut-être pas été les seuls à le faire. Mais très rapidement, Reuters a fait une correction auprès de ses clients en disant « Attention, dans le lot de toutes ces vidéos, il y a une image générée par intelligence artificielle qui s'est retrouvée. » Ça paraît dingue, mais c'est le cas. Et c'est pour ça que vous voyez, j'ai affiché en bas, notamment sur la BBC, si vous cherchez ce sujet-là, la BBC a supprimé ce contenu for editorial reasons. Parce que tout simplement, dans le lot de ces images, il y avait une vidéo générée par intelligence artificielle. Du coup, ça nous pousse à être vigilants sur le reste des images. Je n'ai pas trouvé d'éléments qui indiquaient que les autres images étaient générées par intelligence artificielle. Mais par contre, le fait qu'il y en ait une, ça jette un peu le discrédit sur l'ensemble de l'histoire. On avance. Le où. Eh bien, en fait, je ne sais pas s'il y a des personnes qui font du parapente dans la salle au niveau professionnel. Eh bien, je ne savais pas, figurez-vous, que quand on est un parapentiste professionnel, comme c'était visiblement le cas de cette personne, en fait, notre balise GPS, c'est obligatoire d'avoir une balise GPS allumée et d'enregistrer ce qu'on fait. Il existe des sites internet qui traquent tout ça, qu'on peut retrouver. Donc en fait, en se rendant sur plusieurs sites internet de cette nature-là, qui ont des sortes d'informations automatisées, on pouvait retrouver ce parapentiste dont on avait le nom, puisqu'il circulait, son nom avait circulé dans les agences, et il était un peu partout. Et en fait, on pouvait retrouver que sa balise GPS avait bien enregistré un vol à peu près, pas 8800, mais 8600 mètres. Et donc, visiblement, son vol était bien authentifié, techniquement, et référencé sur un site. Et pas qu'un d'ailleurs, sur au moins 2 sites professionnels. L'autre élément qu'on a trouvé, en cherchant un petit peu plus, et ça, pour arriver à ça, pour rien vous cacher, comme je vous ai dit que le temps imparti était très court, il a fallu travailler à des horaires assez compliqués, notamment être à 5h du matin en train de discuter avec la journaliste qui travaille pour LCI en Chine, qui travaille avec des fixeurs locaux. Un fixeur, c'est une personne qui est locale, qui travaille avec un journaliste, et qui ont pu nous mettre la main sur ce communiqué du club de parapente de ce parapentiste qui documentait ce qui s'était passé et qui clairement n'était pas très content parce que le parapentiste avait enfreint des règles, notamment de survol de certaines zones. Donc en fait, on savait où ça s'était passé précisément, et on avait en plus une déclaration de ce club de parapente qui corroborait les informations qu'on avait trouvées. Qui ? Eh bien, comme je vous l'ai dit, ce parapentiste chinois, on avait son nom, c'était bien la personne qu'on voit dans les vidéos de Reuters. Et par ailleurs, nous avons trouvé d'autres vidéos de ce parapentiste qui donnait d'autres interviews à la télévision chinoise, et c'était toujours le même homme. On a pu croiser son nom avec les informations qui étaient transmises, et il s'agissait bien de la même personne. Ça, de ce côté-là, on était à peu près raccord. Maintenant, la question, c'est quand cet événement a eu lieu. Donc, je vous propose de revoir les images. En fait, quand on voit ces images, je ne sais pas
ça c'est intéressant. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veut... Je prends peut-être encore une. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous interpelle? Là-haut, ouais. Si tu peux parler fort. Ouais. Exactement. En fait, c'est exactement ce que je me suis dit. Alors moi, j'ai jamais fait de parapente, j'ai aucune connaissance en la matière, hein, je sais pas du tout ce que c'est. Mais je me suis dit, c'est un mec quand même, il est très calme par rapport à ce qu'il vient de vivre. Et même sur les images, ce qu'on voit, ça paraît pas correspondre aux récits en fait qui ont été faits. C'est-à-dire quelqu'un qui s'est retrouvé aspiré dans un cumulonimbus. Donc la question, en fait, c'est quoi ces images? Est-ce que ça montre vraiment le moment où cette personne a été aspirée? Ben, qu'est-ce que je suis allé faire? Je suis allé chercher des vidéos de parapentistes aspirés par un cumulonimbus. Parce que c'est déjà arrivé. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, on n'a pas le son sur cette vidéo. Je peux vous dire qu'au niveau du son aussi, on n'est pas du tout sur quelque chose de calme. Ça. Je ne sais pas si vous avez fait attention aussi sur la vidéo tout à l'heure. Dans le montage, en fait, le son, il est uniforme. C'est-à-dire qu'on n'a pas de coupe de son. C'est toujours le même son. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a eu comme image? On a eu un montage de plusieurs séquences avec un son qui était toujours le même, donc qui ne correspondait pas à chaque séquence, et qui en plus, ce moment, n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans les vidéos de parapentistes aspirés dans un cumulonimbus. Donc on n'en est pas sûr, mais on peut émettre l'hypothèse que ce qu'on voit dans les images de ce parapentiste chinois n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir lorsque des parapentistes sont aspirés par des cumulonimbus. Donc potentiellement, est-ce que ce ne serait pas tout simplement des images d'illustration de ce parapentiste? Monsieur disait tout à l'heure, très justement, la muraille en bas qu'on voit, en tout cas, on voit le voir aussi nettement, aussi, de cette façon-là, à aussi haute altitude, ça paraît impossible. On ne pourrait pas voir de façon aussi claire ce détail, en fait. Donc ça aussi, c'est des éléments qui nous ont vraiment intrigués. Et le pourquoi, enfin? Eh bien le pourquoi, je vous l'ai dit tout à l'heure, il aurait battu le record du monde de vol en parapente. Et ça, en fait, c'est ce qu'on a vu de partout dans les médias français, internationaux. C'était vraiment titré comme ça. En fait, les sources de ces médias internationaux, c'était souvent des médias chinois qui au départ avaient titré ça comme ça. Il y avait un petit côté fierté nationaliste, quand bien même on a appris après que ce parapentiste avait enfreint des règles, donc c'était quand même un peu problématique. Mais au départ, vraiment, dans les médias chinois, c'était vraiment relayé comme ça. Un Chinois bat le record du monde en parapente. Et bien du coup, on a regardé nos 5 W dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on en retient ? Dans cette grille journalistique, la méthode qu'on applique, c'est la méthode, d'une certaine manière, des feux verts et des feux rouges. Est-ce que j'estime que j'ai assez de feux verts pour retourner voir mon rédacteur en chef qui m'a sollicité un jeudi après-midi, en urgence, pour lui dire « Est-ce qu'on peut raconter cette histoire-là » Eh bien là, grosso modo, on a estimé qu'on avait plus ou moins 3 feux verts sur, plus ou moins on savait qui était la personne, on savait d'où venaient les images et on avait pu identifier une image générée par intelligence artificielle. Donc, on applique cette grille de lecture et on évalue ensemble. Est-ce que c'est suffisant pour faire un sujet? C'est une question qu'on peut se poser. Le problème, c'est qu'entre-temps, eh bien, la vidéo, elle continue de circuler. Elle continue d'être traitée par des médias. D'ailleurs, une vidéo qui a été assez virale. Je ne sais pas du tout, d'ailleurs, je n'ai pas posé la question si certains d'entre vous avaient vu cette vidéo. Mais voilà, quand même des contenus qui étaient relayés par de nombreux médias, en France aussi également. Et il ne s'agit pas du tout de jeter la pierre sur les médias qui ont traité le sujet, attention, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais l'image, elle était insolite. Et d'ailleurs, si j'avais dit à mon rédacteur en chef, c'est bon, j'ai vérifié les images, c'est authentique, probablement, ils auraient fait peut-être une petite image dans le journal de 20h en disant « Et l'exploit de ce parapentiste chinois qui s'est retrouvé à plus de 8600 mètres d'altitude, etc. » Mais là, on avait quand même pas mal d'éléments qui permettaient de mettre en doute la version qui avait été présentée. Aussi, on a un intérêt à essayer de traiter le sujet, entre guillemets, rapidement. Et alors, quand je dis rapidement, attention, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et je reviens à ce que je vous ai dit juste avant. Est-ce qu'on a assez d'éléments pour traiter le sujet? Et là, avec le rédacteur en chef, en discussion,
Il y a eu une discussion un peu animée d'ailleurs. Qu'est-ce qui nous manque? Est-ce qu'on va assez loin dans le sujet? On a estimé qu'on avait assez d'éléments pour raconter cette histoire, mais en prenant également, en faisant de la nuance, c'est-à-dire, il y a des aspects qu'on n'a pas pu vérifier. Par exemple, je n'ai pas pu parler à ce parapentiste chinois. Évidemment, d'abord par la barrière de la langue, mais notre correspondante en Chine a essayé de contacter le club de parapente qui a opposé un veto total à ce qu'on puisse parler à cette personne-là. Leur raison, c'était il a enfreint des règles, etc., comme je vous ai dit tout à l'heure. Bon, c'est dommage, on aurait aimé lui parler pour lui poser des questions. Mais en fait, il y a plus important que ça. Et la réponse, vous allez la voir dans le sujet qui finalement a été diffusé dans le journal. Vous avez peut-être entendu parler cette semaine de cette incroyable histoire, un parapentiste chinois qui aurait, sans le vouloir, battu le record d'altitude. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Anne-Claire. Alors cette histoire a été relayée, mise en avant même par les autorités chinoises, mais tout n'est peut-être pas tout à fait vrai. Et oui, ces images, on les a vues quasiment partout. Un parapentiste complètement frigorifié, aspiré accidentellement par un nuage, il s'est retrouvé à 8500 mètres d'altitude. Miracle, il a survécu à tout ça. Une histoire tellement incroyable que beaucoup doutent de sa véracité. Alors, nous avons enquêté. D'abord via nos correspondants en Chine. L'histoire est confirmée par des sources officielles. Les coordonnées GPS relevées sur son parapente attestent également de l'altitude. Le pilote a même raconté sa mésaventure à la télévision chinoise. Mais certaines images sont tout simplement fausses. Regardez celle-ci. Elle a été diffusée par une agence de presse et reprise par les médias. La perspective, la forme de la voile, la couleur de son casque ne correspondent pas. Tout est incohérent. Et cela supposerait en plus qu'un autre opérateur le filme à cette altitude. Et puis, si on zoome ici, on voit qu'il s'agit d'une image générée par intelligence artificielle, par une application chinoise d'intelligence artificielle, justement. Pour le reste des images, nous avons analysé, rien n'indique qu'elles sont fausses. Mais selon un spécialiste du parapente, il y a les images un que l'on peut problème. voir de parapentistes pris dans des nuages d'orage, dans des cumulonimbus, se font secouer, se font remuer, c'est la machine à laver. Le pilote généralement est paniqué. Et là, ce qu'on voit, c'est un pilote qui est très très calme, qui a l'air de traverser un nuage. C'est pas du tout la réalité. Ça ressemble vraiment pas à ça. Ces images n'indiquent rien du jour de tournage ni de l'altitude. Difficile d'aller plus loin dans la vérification. L'association sportive dont fait partie le pilote a refusé qu'on lui parle. Alexandre, quel serait le but de toute cette histoire? Eh bien, un but politique, glorifier l'exploit d'un sportif chinois, même s'il est accidentel. Selon les médias locaux, il aurait battu le record du monde du plus haut vol en parapente. Eh bien, cela est inexact, car le pilote a confirmé avoir perdu connaissance en plein vol. Son exploit n'est donc pas homologué. Le record en solitaire, qui le détient aujourd'hui? Eh bien, c'est un Français, Antoine Girard, 8407 mètres d'altitude. Regardez comme c'est beau. Et ça, ce sont des images 100% authentiques. Merci. Voilà, quand il y a un petit cocorico aussi, on aime bien sur TF1. Mais en tout cas, voilà, ce que je veux vous dire, c'est que, en fait, c'est d'une certaine manière ce qu'on essaie de faire au quotidien. C'est d'évaluer, est-ce qu'on est allé assez loin dans la récolte d'informations pour raconter l'histoire? Certains médias auraient pu penser que non, qu'il fallait continuer à enquêter. L'évaluation qu'on a fait avec le rédacteur en chef du 20h de TF1 permettait quand même, avec suffisamment d'éléments, vous avez vu donc l'interview de ce journaliste spécialiste du parapente qui allait dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, sur le fait que ça ne correspond pas du tout à des images classiques de ce qu'on peut voir par des parapentistes aspirés dans des cumulonimbus. Et également l'élément dont je ne vous ai pas parlé jusque-là, mais dans le rapport en fait, du club de parapente, le parapentiste a reconnu avoir perdu connaissance. Et ben, en fait, ça, tout simplement, ça permet d'expliquer que le record du monde n'a pas été battu, contrairement à tout ce qui avait été avancé. Donc ce sujet, il peut paraître un peu anecdotique, mais en fait, il montre plusieurs aspects et surtout comment on travaille, comment on avance pas à pas pour vérifier une information. Et d'une certaine manière, il n'y a pas de petite désinformation. Parce que là, derrière, il y avait clairement un but, je dirais, d'une certaine manière un peu politique, un peu nationaliste, de mettre en avant un exploit qui, en fait, lorsqu'on regarde un petit peu, qu'on décortique tout ça, au final, il se trouve que l'histoire qui a été racontée n'était pas du tout celle qui semblait être le cas. Est-ce que déjà sur ce cas-là, ou par rapport à tout ce que j'ai raconté jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des premières questions? On peut prendre une première salve de questions avant le deuxième exemple, qui sera un petit peu plus concret dans les outils pour le coup. Bonjour, excusez-moi.
Mathis, enchanté. Là, je suis juste là. Je suis en Master 1 CCA et je me suis intéressé à l'actionnariat de TF1 qui appartient majoritairement à Bouygues. Et donc, j'aurais aimé savoir si vous êtes contrôlé par un rédacteur en chef, comment vous garantissez de l'authenticité de l'information qui est traitée et de la non-orientation politique. Merci. Ouais, je réponds directement. Franchement, en tant que fact-checker, que ce soit chez TF1 ou à France 24, j'ai jamais eu aucune pression sur un sujet. Je suis allé parler de sujets autour de Nicolas Sarkozy, il n'y a aucun problème et tu pourras voir sur le site internet, d'ailleurs, sur le site des vérificateurs, on traite de sujets, notamment d'amis de Martin Bouygues, Nicolas Sarkozy, je viens de le nommer, ou d'autres sujets. Moi, j'ai jamais eu l'impression que les rédacteurs en chef me mettaient une pression quelconque par rapport à ces problématiques-là. Non, après, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'ils pensent à leur public aussi. Genre, est-ce que... en fait, le mot qui revient souvent, je l'ai utilisé tout à l'heure, c'est concernant. Et c'est, voilà, est-ce que ça va parler au public, quoi. Et moi, c'est vraiment ça qui va orienter les propositions. Et honnêtement, en général, il n'y a pas de conflit de ce côté-là. Donc honnêtement, moi, j'ai jamais eu cette impression-là, que ce soit, on parle de TF1, mais même à France 24, lorsque je travaillais, alors évidemment, on avait plein de gens qui nous disaient « Non, mais à France 24, vous êtes un média public ». Et il y a quelqu'un du ministère de la Culture derrière chaque journaliste pour contrôler ce qu'il fait. Ah non, absolument pas. En fait, on propose les sujets, on les traite honnêtement. En plus, en fact-checking, je crois qu'on a non seulement le temps de travailler, mais en plus une liberté de choix et de ton qui quand même est assez salvatrice. Donc personnellement, jamais, mais voilà. Très bien, merci. Et juste pour compléter ce que dit Alexandre, TF1 est donc effectivement un média privé détenu par la famille Bouygues et au sein du groupe Bouygues. On reste comme tous les médias soumis à l'Arcom, qui est l'ancien CSA, qui est le gendarme de l'audiovisuel. Et il y a notamment, et on va bientôt rentrer dans une campagne municipale, une grande vérification des temps de parole. Pour avoir été en lien avec le service politique de TF1 sur le calcul du nombre de secondes en fonction des partis, je peux vous assurer qu'il y a une grande attention à ce que les temps de parole soient très précisément respectés, puisque de toute façon, on doit ensuite en faire le compte-rendu à l'Arcom et on est contrôlé pour ça. Et c'est le cas sur le temps de parole politique, c'est aussi le cas sur un certain nombre d'autres sujets, notamment le traitement par exemple de l'environnement, la mixité sur les plateaux de télé, etc. etc. Donc TF1 est au même titre que les médias publics, soumis aux règles de l'Arcom, et essaye de les respecter. Et si on ne les respecte pas, on est, je vous l'assure, repris très fortement par l'Arcom. Et des grosses amendes, je crois. Ou voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question ? Ouais. Je t'entends, mais ça sera mieux pour tout le monde. Est-ce que vous avez le pourcentage environ d'infox qui entrent dans votre service et s'il y en a quelques-unes qui sont sorties ou pas de votre service ? Excuse-moi, est-ce que tu peux reposer ta question ? Je n'ai pas bien entendu, désolé. Est-ce qu'il y a beaucoup d'infox qui entrent dans votre service et donc qui sont filtrés par votre service de vérification ? Ouais. Et s'il y en a qui ont échappé justement à votre filtre ? Ah, bah alors, par définition, on est 5, on ne peut pas être partout. C'est sûr qu'il y a des choses qui nous échappent et qu'on voit chez les confrères. On se dit, mince, France Info a traité ce sujet-là, on ne l'avait pas vu. Libération, Check News l'a fait, on aurait pu le faire. À l'inverse, ce sujet-là du parapentisme que je vous ai montré, je ne pense pas l'avoir vu dans beaucoup de médias avant que TF1 le traite. En fait, les médias l'avaient traité sous l'angle c'est insolite, sans se poser la question est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Et ça peut paraître anecdotique encore une fois, mais en fait ça n'est pas tant que ça, parce que du coup, d'une certaine manière, c'est un relais d'une information incomplète auprès du public avec une information qui est erronée. Donc voilà, on n'est pas bien sûr sur un cas de manipulation dans le cas d'une guerre ou dans le cas de la guerre entre l'Ukraine et la Russie par exemple, mais moi j'aime bien cet exemple parce qu'il montre que même sur quelque chose qui peut paraître anecdotique de prime abord ou juste insolite, en fait il peut y avoir des manipulations. Peut-être une dernière question et puis après on enchaînera sur le deuxième exemple. Madame. Bonjour.
Merci pour votre présentation, c'est super clair. C'est drôle parce que là, quand l'image est arrêtée, on dirait que c'est un hologramme de vous. Bon, je suis contente de vous voir en vrai. Non, je suis bien là. Au-delà de la vérification des informations, est-ce que vous apportez aussi du contenu, du sens au pourquoi l'information a été diffusée de cette manière-là et les impacts que ça peut avoir sur les décisions diverses, voilà. De façon générale, vous voulez dire. Est-ce que c'est le rôle des vérificateurs d'aller plus loin que ça, d'aller plus dans l'analyse que juste d'identifier ça c'est vrai, ça c'est faux? Bien sûr, oui, tout à fait. On s'attache. Alors là c'est très court ce que vous voyez. Hein. Adossé à ça, comme je disais tout à l'heure, il y a un article qui détaille tout ce qu'on a pu trouver et qui essaie de s'interroger à chaque fois sur les mécanismes et d'expliciter le pourquoi, comme vous dites. Il ne s'agit pas juste de dire c'est vrai, c'est faux. D'ailleurs, c'est assez rare que ce soit juste vrai ou faux. Il y a souvent beaucoup de sujets qui sont dans la nuance. Je traite peu des sujets, par exemple, politiques ou économiques. Mais sur ces sujets-là, il y a souvent beaucoup de nuances sur, par exemple, comment on analyse le chiffre ou un politicien utilisait tel argument. En fait, si on le place de ce point de vue-là, il a raison, mais d'un autre point de vue beaucoup plus global, il peut avoir tort. Donc voilà, c'est effectivement de la remise en contexte permanente et surtout expliciter aussi, par exemple, les mécanismes de désinformation, c'est-à-dire comment une information va circuler. J'ai pu le faire, revenir dans le cadre d'une de ces infox sur tout ce qui accompagne les fausses informations autour de l'identité sexuelle de Brigitte Macron, par exemple. Analyser comment tout ça se diffuse et par quel type de compte, ça permet de dire autre chose que d'analyser la rumeur en soi qui est complètement folle, mais de montrer quels sont les mécanismes qui la diffusent. Ça dit quelque chose de ce type de désinformation aussi. Ça, c'est ce qu'on essaye de faire à chaque fois qu'un sujet le permet. Je vais peut-être vous parler du deuxième exemple. Et alors celui-là, je vais me lever, probablement. Hop, on éteint celui-là. Alors, vous avez suivi ce qui se passe au Groenland, je pense. Bon, ça s'est un peu calmé, mais là, je reviens il y a 10 jours en arrière. On avait toutes ces tensions au Groenland, déclaration vraiment de Donald Trump assez cavalière, on va dire. Et on a vu émerger, plutôt sur les réseaux sociaux anglophones, des publications qui étaient assez virales, qui pouvaient atteindre jusqu'à 500 000 vues, si je dis pas de bêtises. Dozens of United States Air Force fighter jets have arrived in the region, marking a significant military presence in the far north. Soit pro-Trump, soit des comptes en gros de surveillance des conflits dans le monde. Voilà. Et pas mal sur X et également sur TikTok. The deployment has drawn close attention from Denmark and its on NATO avait des vidéos allies. comme celle que vous voyez Greenland ici, is an autonomous territory under the Kingdom of Denmark. Yet its strategic position gives it global importance. Des potentielles manœuvres américaines located between North America and Europe, Greenland sits at a critical crossroads of transatlantic security. In recent years, the Arctic has gained increasing geopolitical significance as global powers expand their interests in the region. As part of this development, the United Bienvenue sur mon ordinateur que j'ai filmé pour vous. Donc on a cette publication avec ces avions qui sont en train de décoller. La première chose à faire, si vous voulez vérifier une information avec une vidéo, je vous encourage, pour ceux que ça intéresse, vous avez un outil qui s'appelle InVid. InVid, c'est un outil qui a été développé par l'AFP, qui est une extension qui va permettre de faire de la vérification de vidéos. Vous pouvez le télécharger, donc vous voyez, moi je l'ai déjà installé, mais vous pouvez l'installer en cliquant ici. Donc c'est une installation, un plugin, une extension qui va se mettre sur votre navigateur Google Chrome. Il faut utiliser Google Chrome malheureusement. Une fois que vous avez cette extension, vous pouvez cliquer comme je vous l'ai montré sur copier la vidéo. Alors on le voit ici tout en haut, vous voyez ici vous avez l'extension InVid qui s'est installée. On va ouvrir le plugin et on se retrouve sur cet endroit. Alors il y a beaucoup d'onglets, ça peut faire peur un petit peu. Mais voilà à quoi ressemble cet outil. Vous avez plusieurs onglets. Outils, vidéo, analyse d'images, etc. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est ce qu'on appelle les images clés, ici ou là. Pourquoi les images clés? En fait, une vidéo,
c'est une succession d'images. C'est une succession d'images clés. Et pour faire de la recherche d'une vidéo, en fait, il faut décomposer la vidéo en plusieurs images clés. Et donc ici, dans cet outil, vous voyez, j'ai cliqué sur image clé, j'ai mis le lien. Vous pouvez aussi, dans cet outil, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez aussi même charger une vidéo. C'est-à-dire que si vous avez une vidéo sur votre ordinateur, vous pouvez la charger. Bon, ici, on met l'URL, on clique sur envoyer. Alors là, je vous fais gagner du temps parce que ça mouline, mais au bout d'un moment, vous allez avoir, hop, quelque chose comme ça. L'outil va nous décomposer la vidéo en plusieurs images clés. Et donc voilà, donc on a plusieurs séquences, donc on voit plusieurs moments de la vidéo. Et donc en fait, là, mon travail dans le cadre de ce sujet-là, c'est de regarder, ok, est-ce que les séquences qui nous ont été montrées, ça correspond bien à des séquences récentes qui montreraient des manœuvres américaines au Groenland. Et donc par exemple, j'ai cliqué sur, là, elle est où? Elle est ici. Hop. Vous voyez cette séquence ici? Donc ça, c'est une recherche, là je vous la fais rapidement, hein, mais c'est une recherche qui prend un petit peu de temps parce qu'il y a beaucoup d'images. Mais par exemple, cette image, eh bien, on va la rechercher ici grâce à notre outil en cliquant sur la photo qui a été générée. Et là, on voit que il y a plusieurs résultats qui ne correspondent pas à ce qu'on cherche. Ce n'est pas l'image qu'on a vue. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est d'où vient cette vidéo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici sur Google, sur correspondance exacte. Et là, on voit qu'on a plusieurs résultats. Et déjà, vous voyez, on a une première indication. Hop, ici, vous voyez, visiblement, on a un résultat qui date d'il y a 3 ans. Ici aussi, ici, là aussi. Attention, il ne faut pas se fier juste à ce qu'on vient de voir ici. Il faut cliquer sur les liens et regarder ce qu'il y a dans ces liens. Et là, vous voyez, on retrouve la vidéo. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle par rapport à la vidéo qu'on a vue avant? Ouais, j'ai vu monsieur faire un geste. C'est inversé. Et donc, en fait, vous voyez ici, hop, d'où ça vient? Eh bien, en fait, c'est des vidéos qui viennent d'Alaska et qui datent de 2022. Donc, le montage qu'on a vu avant, qui prétendait montrer des manœuvres américaines, utilise des images, pour celle-là en tout cas, qui datent de 2022. Spoiler, c'était le cas de toutes les vidéos qu'il y avait dans la séquence de 8 minutes. Je vais vous passer, je vais pas faire toutes les vidéos, mais en gros, toutes les vidéos de cette séquence sont de vieilles images de manœuvres américaines présentées comme étant des manœuvres récentes au Groenland. Donc voilà comment on fait une vérification technique avec une vidéo. L'outil que je vous ai présenté, c'est un outil qui est public, qui est utilisé par des journalistes, mais qui peut être utilisé par des citoyens aussi. Évidemment, il faut avoir le temps et il faut avoir un ordinateur, ce qui forcément n'est pas forcément facile pour tout le monde. C'est pour ça que je vais vous montrer comment on fait également sur son téléphone portable, avec un autre exemple. Donc ici, nous avons également une vidéo qui prétend montrer des manœuvres américaines, avec cette fois carrément des largages de parachutistes, d'avions militaires. Vous voyez, ils sont nombreux à arriver au Groenland, hein, n'est-ce pas? Et voilà, où on nous montre des troupes qui sont en train de se préparer avec clairement la légende, hein, vous voyez, ils sont en train d'arriver au Groenland. Ok. Quand on est sur son téléphone portable et qu'on voit ça, on a envie de vérifier une vidéo. Comment on s'y prend? Ben, en fait, on va faire un peu la même chose. J'ai choisi un moment un peu symbolique de cette vidéo qui m'a... Voilà, hop, ce largage de parachutistes. Je fais pause. Et je vais faire une capture d'écran de ma vidéo. Je vais ensuite sélectionner, hop, l'image. Et je vais l'analyser avec donc, Google Images. Donc je ne sais pas si peut-être on peut revenir juste un tout petit peu en arrière, Anne. Je ne sais pas si vous avez vu, je suis peut-être allé un petit peu vite, mais grosso modo, en fait... Une fois qu'on est ici, on peut faire la capture d'écran et vous pouvez ouvrir Google Images, tout simplement. Et sur Google Images, vous avez un petit appareil photo qui vous permet de charger une image. Je pense que peut-être beaucoup de gens l'ont déjà fait. Et bien ici, c'est ce qui va nous permettre de regarder... Ouais, ok. Ok, d'accord. Bon, on se revient. Mais en gros, voilà, vous pouvez aller sur Google Images. Vous avez un petit appareil photo sur Google Images qui vous permet de charger une capture d'écran que vous avez faite. Et ça, vous pouvez le faire sur votre téléphone portable. Vous
pouvez aussi utiliser une application comme Google Lens, par exemple, ou n'importe quelle application de recherche d'images inversées. Je vous encourage vraiment, si la vérification d'images, ça vous intéresse. Des fois, quand vous êtes dans le tram, ici à Angers, ou ailleurs d'ailleurs, vous voyez une photo ou une vidéo qui vous paraît suspecte, franchement, faites ça. Faites une capture d'écran, vous la chargez dans Google Images, et donc Google va l'analyser. Et là, en fait, juste un point de vigilance, faites attention. Les premiers résultats ne sont pas toujours les bons. Et ici, vous voyez, on a plein d'images de parachutistes, évidemment, qui ressemblent à d'autres images de parachutistes. La difficulté, ça va être d'aller chercher l'endroit où... Ah, ça a planté. Ça va être d'aller chercher l'endroit où on retrouve la même vidéo. Et donc... Bon. Ouais, on peut se replacer là. Et donc là, par exemple, j'ai cliqué sur un des premiers liens, c'était juste pour vous montrer que lorsque je cherche le passage qui m'intéresse, en fait, je ne le trouve pas sur la première vidéo. Donc c'était pour vous alerter, attention, le premier résultat d'une recherche technique comme ça, c'est pas toujours le bon. Il faut parfois passer un peu plus de temps. Ce temps, je sais qu'il faut l'avoir. C'est pour ça qu'il y a des journalistes dont c'est le travail de faire ça au quotidien. Mais vous voyez, voilà, par exemple, là, vous voyez les images de parachutistes, ça ressemble, mais c'est pas la même chose. C'est pas exactement l'image qu'on a vue. Et donc, il faut chercher un petit peu plus. Et là, il suffisait de descendre de quelques résultats. Là, ça ressemble déjà un petit peu plus à ce qu'on a vu. Bon, là, on va se faire une petite publicité rapide de Google, de YouTube. Mais vous voyez, voilà, ici, on a retrouvé la bonne vidéo. Et encore une fois, vous avez vu, à l'envers. Et donc en fait ça, c'était une des techniques des désinformateurs qui publiaient ces vidéos. En fait, dans quasiment tous les cas, ils avaient retourné les vidéos pour rendre la recherche un tout petit peu plus difficile. C'est-à-dire que ça n'apparaissait pas dans les premiers résultats. Il fallait aller chercher un petit peu plus loin pour essayer de retrouver l'origine des vidéos. Vous voyez? Ça, c'était la vidéo qui circulait sur X et sur TikTok. Et ça, c'est la vidéo qui circulait en ligne et qui en fait était une vidéo qui datait d'il y a 1 an et qui montrait encore des troupes en train de faire des exercices militaires en Alaska. Tout ça pour vous dire, la recherche d'images inversées, parfois ça peut prendre 30 secondes, vraiment. Là c'était un peu plus long parce que c'est une vidéo. Mais c'est quelque chose que vous pouvez avoir dans votre poche directement et qui est relativement simple d'accès. Et encore une fois, la désinformation, ça nous concerne tous. On en a parlé dans les mots d'introduction. C'est évidemment le travail des journalistes de bosser sur des cas comme ça, peut-être un peu plus compliqué. Mais si à votre niveau déjà, lorsque vous rencontrez une vidéo ou une photo qui vous paraît douteuse, essayez de faire ça, de prendre quelques secondes pour le faire. Ça peut vous éviter d'être un vecteur de relais de la désinformation potentiellement. Et surtout, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, il y a plein de gens qui lisent les commentaires des publications. Si vous avez repéré qu'une vidéo, qu'une photo est manipulée, allez dire dans les commentaires, attention, c'est pas ça, mais c'est déjà un premier pas qui peut aider plein de gens. Il y a beaucoup de gens qui lisent des commentaires et qui ne savent pas, qui cherchent la réalité, qui cherchent des informations pour savoir si ce qu'ils ont vu est vrai ou pas. Mais moi, je vous encourage vraiment à avoir ce petit outil dans votre poche pour aller vérifier les potentielles fausses informations. J'en ai fini de mon côté sur les présentations. Donc tout ceci a donné lieu évidemment à une enquête un petit peu plus détaillée que ce que je vous ai montré, parce qu'il n'y avait pas juste 2 images, il y en avait plein qu'on a analysées, dont certaines venaient même du retour d'Afghanistan. Donc ça n'a absolument rien à voir avec le Groenland. Vous pouvez voir cet article sur ce lien, bien sûr, si vous voulez en savoir davantage. Et de mon côté, je vous ai dit, la vérification, finalement, c'est l'affaire de tous. Chacun à votre petit niveau, lorsque vous en avez le temps, lorsque vous en avez l'envie, vous pouvez y contribuer avec des petits outils comme celui que je viens de vous montrer. On est présent sur les réseaux sociaux avec le compte Vérif TF1 LCI. Si vous avez repéré des potentielles fausses informations, on aime énormément recevoir des messages du public. Je dirais même qu'on les priorise. C'est-à-dire quand on a vraiment quelqu'un qui nous fait un email en disant j'ai vu ça circuler, est-ce que vous pouvez peut-être enquêter, c'est vraiment des choses qu'on essaie de faire en priorité parce qu'on estime que le public co-construit
le travail sur les fausses informations. Et je crois que de mon côté, j'en ai terminé. Et s'il y a des questions, hop, je pense qu'il nous reste une quinzaine de minutes pour prendre ces questions. Merci beaucoup. Monsieur. Bonjour et merci. Donc dans les 2 outils qu'on a vus sur la deuxième vidéo, enfin sur la deuxième partie de présentation, on a vu que des recherches inversées par Google, même avec du coup l'outil qui découpe la vidéo. En fait, on fait une recherche inversée par Google. Et Google, c'est pas super indépendant comme truc. Donc, est-ce que si par exemple un jour on n'est plus amené à utiliser les GAFAM, donc Google, on ne pourra plus faire de vérification de fake news? Parce qu'on a vu cet outil-là dans la présentation. Très bonne remarque, hein, effectivement, si on nous coupe, si les États-Unis décident de couper Google notamment. Voilà. Aujourd'hui, Google, c'est le moteur de recherche qui indexe le plus de contenu. Donc c'est effectivement celui qui va être le plus efficace pour aller rechercher la source d'une image sur Internet. En revanche, ce n'est pas le seul. Par exemple, lorsqu'on travaille sur des contenus qui concernent la guerre entre la Russie et l'Ukraine, Google va être intéressant, mais le meilleur outil, c'est un moteur de recherche russe qui s'appelle Yandex, qui permet de faire de la recherche d'images inversées. Je dis souvent, lorsqu'on n'est pas sûr du résultat d'une recherche d'images inversées, c'est bien de croiser plusieurs outils. Utiliser Yandex, utiliser un autre outil qui s'appelle TinEye, qui est un outil... Alors, je ne vais pas me lancer dans la nationalité parce que je vais dire une bêtise, mais qui est un autre outil de recherche d'images inversées qui indexe moins de pages, donc qui donne moins de résultats, mais qui est intéressant. Et en fait, l'idée, c'est de vraiment essayer de croiser les moteurs de recherche. Il n'y en a pas 150. Bon, il y a Bing aussi, mais il est américain. Donc, voilà. Mais voilà, il y a d'autres outils, il y a des alternatives. Et ensuite, l'idée, c'est vraiment de croiser les résultats, particulièrement lorsqu'il y a un doute. Mais effectivement, Google étant celui qui agrège le plus de pages dans le monde, et des services par exemple comme DuckDuckGo ne proposent pas encore la recherche d'images inversées. On souhaite qu'ils puissent le faire évidemment, mais de ce côté là en tant que fact-checker, les outils de Google de façon concrète, c'est aujourd'hui les outils qui permettent de vérifier le plus de contenu. Il y avait une question là-haut, je crois. Oui, donc ma question c'était de savoir si une fois que vous avez vu qu'une vidéo était générée par l'IA, est-ce que vous cherchez à savoir qui en est à l'origine et s'il y a des conséquences pour les désinformateurs, des poursuites ou autres? Ouais, très bonne question. On essaie toujours autant que possible de remonter à la source d'une vidéo. C'est pas toujours possible pour X ou Y raison. La vidéo a été supprimée par le compte initial parce que les outils ne renvoient pas de résultats satisfaisants. Ça peut arriver. Maintenant, on essaie toujours de remonter à la source de base. En fait, de façon très simple, hein, des fois la vidéo est tellement bien faite qu'il n'y a pas forcément d'indice dans l'image pour expliquer que c'est de l'IA. Et pour savoir que c'est de l'IA, en remontant à la source, des fois on trouve par exemple des créateurs digitaux, des artistes, des graphistes qui disent clairement dans un autre contexte, par exemple sur TikTok, que c'est de l'IA. Mais par contre sur la vidéo circule sur X avec une autre légende et ne précise pas que c'est de l'IA. Donc ça, c'est une façon de vérifier un contenu. Et sur l'aspect juridique, en fait, c'est assez compliqué parce que, alors je ne maîtrise pas tout l'aspect juridique, mais grosso modo, pour qu'une vidéo soit, qu'il y ait une plainte contre une vidéo de cette nature-là, il faut vraiment qu'il y ait une notion, par exemple, de diffamation contre une personne. Là, dans cette notion-là, effectivement, par exemple, on fait dire à quelqu'un quelque chose à quelqu'un qui n'a jamais prononcé, typiquement dans le cas d'un deepfake, par exemple. Là, la personne, si c'est diffamatoire, peut se retourner. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Maintenant, si par exemple, le compte, et c'est souvent ce que vous verrez sur les comptes qui font de l'IA un peu border, si le compte diffuse une vidéo mais précise que c'est une parodie, théoriquement, il est inattaquable. Je dis bien théoriquement. En tout cas, il pourra plus facilement se défendre devant un juge. Donc c'est très compliqué. On est vraiment dans une période où les développements de ces outils-là vont très très vite et l'arsenal juridique n'est pas forcément toujours prêt pour ça, quoi. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Là-bas.
Bonsoir. J'aurais une question. Est-ce que des faits qu'on vous a demandé de vérifier, vous les avez déjà validés comme quoi ils étaient vrais, et plus tard vous vous êtes rendu compte que c'était des fake news? Alors, depuis que je suis à TF1, absolument pas. Des faits vrais. En fait, des fois, des vidéos qu'on va penser fausses, en enquêtant, on se rend compte qu'elles sont vraies. Ça arrive. L'exemple du cachalot, dont j'ai parlé très brièvement tout à l'heure, c'était une vraie vidéo. Au début, on n'y croyait pas du tout, et en fait, si. C'était une vraie histoire. Alors, revenir sur un cas où on pensait que c'était vrai, en fait c'était faux, à ma connaissance c'est pas arrivé. Après je suis dans le média que depuis 1 an et demi. Ce qui peut arriver, et c'est pour ça que je parlais de correction tout à l'heure et de transparence, c'est que dans le cadre d'articles particulièrement, on ait besoin de faire des mises à jour parce que par exemple il y a un interlocuteur qui est revenu vers nous, qui a apporté un élément complémentaire mais qui va dans le sens de la vérification. Si ça arrive, en revanche, le code de déontologie des fact-checkers et de l'IFCN implique de faire un erratum, obligatoire évidemment, et une information au lecteur sur le même format que celui qui a été proposé. Donc ça veut dire que si c'était arrivé par exemple dans le 20h d'Anne-Claire Coudray, on aurait été obligé alors peut-être pas moi directement, mais au moins Anne-Claire Coudray, de faire une correction sur quelque chose qu'on a dit et qui s'était avéré être faux. C'est jamais arrivé, je touche du bois. Et peut-être pour compléter, même si ce n'est pas exactement ta question, vous le savez, les journalistes sont des êtres humains, ou en tout cas je vous le confirme. Donc il peut arriver que des erreurs se glissent dans les médias. Et ça arrive, et dans ces cas-là, le code de déontologie dont parle Alexandre impose aussi qu'il y ait un rectificatif à l'antenne. À TF1, il y a une médiatrice de l'info qui reçoit tous les jours des dizaines de messages parce que soit sur l'antenne de TF1, soit sur l'antenne de LCI, il y a eu, selon les téléspectateurs, une erreur. Si l'erreur est vérifiée, si la rédaction reconnaît qu'il y a eu une erreur, il y a forcément un erratum. C'est aussi ce qui peut vous permettre de différencier les médias et des créateurs de contenu qui ne font pas forcément ce travail de vérification ou de rectification en cas d'erreur. Et même, je dirais par extension, même les désinformateurs, hein, c'est ce qui les caractérise majoritairement. C'est très rare, voire quasiment, ça n'arrive jamais qu'un quelqu'un qui désinforme va se corriger et supprimer un contenu. Des fois, il va peut-être dans les commentaires de ses publications dire « Ah oui, je savais que c'était faux, mais ça représente la réalité ». Ça, c'est ce qu'on voit souvent. Voilà, on en est là en fait. Hein, et comme disait Anne, on reste des êtres humains. Et surtout, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle et par rapport à son public de se corriger lorsqu'il y a des erreurs. Je pense que c'est très important. C'est très important par rapport aussi à une crise de confiance envers les journalistes. Clairement, on les voit dans toutes les enquêtes qui sont faites. Et avoir l'honnêteté intellectuelle de dire quand on s'est trompé, d'expliquer pourquoi et voilà, de s'excuser, c'est la moindre des choses. Merci de votre réponse. Avec le développement de l'IA, etc., vous voyez comment votre métier dans 5 ans, 10 ans, voire 20 ans ? Alors pour le fact-checking, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur un projet qui a été mené par Facebook, donc Meta, pendant assez longtemps, qui ont en gros essayé de développer un produit que vous avez peut-être croisé sur Facebook. Des fois vous voyez des fenêtres qui parlent de warning. Des fois on a des warnings pour dire attention, cette image va être violente, mais des fois vous avez des warnings pour dire attention, c'est une fausse information. En fait c'est parce que Facebook a travaillé avec des journalistes à travers le monde entier, des fact-checkers, pour identifier les fausses informations. Et j'ai travaillé quasiment 7 ans avec eux sur ce produit-là. Et en fait, on a compris que Facebook étudiait comment les fact-checkers travaillaient pour essayer de développer un algorithme qui automatiquement allait détecter sur la plateforme les fausses informations. Au bout de 7 ans, ils n'y sont pas arrivés. Tout simplement parce que les fausses informations, parfois, elles sont cycliques. Évidemment, un algorithme va pouvoir repérer qu'une photo qui a été fact-checkée en 2021, si elle revient en 2025, elle est toujours fausse. 2026, elle est toujours fausse. Mais par contre, anticiper, faire du fact-checking, je dirais sur des nouveaux éléments avec l'IA, en fait, ils ne sont jamais arrivés à le faire.
On voit Grok aussi, l'outil d'intelligence artificielle de X, qui essaie de faire ça des fois. Vous avez, parfois, des fois, vous avez des petites notes sous les publications sur X qui indiquent un robot a évalué cette information comme étant fausse et qui essaie d'expliquer pourquoi. La majorité de ces notes automatisées par intelligence artificielle de fact-checking, elles sont fausses. Donc en fait, ma réponse c'est que pour le moment, au moment où on se parle, tout ce qui a été développé avec l'intelligence artificielle pour faire du fact-checking, ça ne fonctionne pas. Parce que le fact-checking, ça nécessite une plus-value, ça nécessite une intervention humaine, une réflexion humaine que pour l'instant, la machine ne peut pas avoir. Ça fait 7 ans, pendant 7 ans, Facebook a essayé de le faire. Ils ont abandonné ce programme, comprenant qu'ils ne pourraient pas le faire. Grok essaie de le faire avec des ratés franchement assez hallucinants. Honnêtement, je pense qu'en termes de fact-checking, il y a besoin vraiment toujours d'avoir des humains qui vont aller vérifier notamment les nouvelles fausses informations émergentes. Et je ne crois pas que l'IA soit capable de, pour l'instant en tout cas, même si ça évolue très vite, de fact-checker ça. Alors par contre, ça c'est un autre point, on est toujours en retard par rapport aux désinformateurs. Toujours en retard. Et on ne pourra jamais aller aussi vite que les désinformateurs. Et même les nouvelles techniques utilisées par les désinformateurs, elles ont toujours un temps d'avance. Il faut essayer de s'adapter aussi vite que possible. Et clairement, voilà, une fausse information va toujours circuler plus vite et plus que son correctif. Ça malheureusement, c'est quelque chose qu'on observe. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de le faire. Parce que même si c'est donné, on a l'impression de vider l'océan à la petite cuillère, si on arrête de le faire, on est foutu. C'est pour ça que je dis, ça concerne tout le monde. C'est pas juste les journalistes, parce que les journalistes sont pas assez nombreux pour contrer tout ça. Par contre, si ça devient une problématique sociétale et que chaque citoyen essaie de s'emparer de ça à son petit niveau, peut-être qu'on pourra y arriver tous collectivement. Y a-t-il d'autres questions ? Il nous reste 2 ou 3 minutes peut-être. Il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas encore posé de questions. Monsieur ? Ouais. Ou d'autres ? Oui. Ouais. Bonjour, oui, j'ai une question par rapport au projet de labellisation qui a été évoqué par le président de la République. Notamment, on voit que les jeunes glissent de plus en plus sur des médias dits alternatifs ou dits indépendants ou dits libres sur les réseaux sociaux, avec une baisse de la fréquentation des médias dits mainstream. Comment est-ce que vous voyez ces évolutions, sachant aussi que cette idée aussi de se réinformer, etc., il y a tout un tas de systèmes alternatifs, et ce mouvement qui est quand même assez massif depuis quelques années, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de label ? Mais ce qu'a évoqué Emmanuel Macron, c'est quelque chose qui est déjà poussé depuis assez longtemps par Reporters sans frontières. Hein. Reporters sans frontières qui en fait prône un label qui est très clair en gros travailler avec donner ce label à des médias qui ont une pratique vraiment professionnelle du journalisme et qui ont une méthodologie qui est bien établie. Et ça, c'est pas du tout l'Élysée ou le président de la République qui l'a défini. Hein. C'est des choses qui existent déjà et sur lesquelles il s'appuie en fait. Donc, c'est vrai que quand on parle de label et surtout quand les autorités publiques s'en emparent, ça peut faire peur. On peut se dire c'est un contrôle de l'information. Mais en fait, ce à quoi il fait référence, c'est des choses qui sont déjà proposées depuis longtemps par des ONG comme Reporters sans frontières et qui, en fait, ont juste un objectif, c'est d'éliminer, par exemple, les faux sites qui se présentent comme des médias et notamment générés par intelligence artificielle. Ça pullule sur Internet. Dans les résultats de Google, notamment, lorsque vous faites des recherches, une très grande majorité de résultats que vous obtenez viennent de sites générés par intelligence artificielle qui parfois inventent des informations. Mais en fait, on est dans cette logique-là d'essayer de distinguer quels sont les médias professionnels avec vraiment des journalistes qui travaillent dans des rédactions établies. On peut parler de réseaux sociaux. Hugo Décrypte, c'est un média. Et c'est un des médias très suivis par les plus jeunes. Mais ce qu'il fait, c'est de l'excellent travail. Et du coup, de ce côté-là, un média comme ça pourrait prétendre à une labellisation sans aucun problème. Donc de ce côté-là, je crois que ça, en fait, donner des indications au public, il y a eu par le passé d'autres initiatives pour essayer de faire ça. Le Décodex, par exemple. Il y a une ONG qui s'appelle NewsGuard qui fait ça, qui donne un indice de fiabilité des sites internet aussi.
à partir du nombre de fausses informations qu'ils ont relayées. Et ben, tout ce qui peut aller dans un sens d'aider le public à savoir où il se trouve, je crois que ça sera quand même intéressant, à condition que ce soit fait sur des règles vraiment transparentes et menées par des ONG sérieuses, notamment Reporters sans frontières ou d'autres d'ailleurs. Je crois que nous avons dépassé l'heure. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Ouais. Oui, je sais. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Puis à bientôt. Merci pour votre invitation. Bonne journée à tout le monde.